Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au Grand Talk de 6 000 lits en Côte d'Ivoire. Nous passons maintenant à 9 000 lits. C'est la nouvelle capacité d'accueil des hôpitaux en Côte d'Ivoire avec un réseau sanitaire qui s'est enrichi de 900 établissements. Il est bon de rappeler que ce programme hospitalier qui a été lancé en 2018 a permis la création de 10 pôles régionaux d'excellence assurant une couverture médicale dans un rayon de 150 km². C'était donc au cours des rendez-vous du gouvernement que le ministre de la Santé, Pierre Dimba, donnait toutes ces informations. On décrypte tout de suite. Le Grand Talk démarre maintenant. Merci d'être avec nous. Nous sommes mardi, rappelez-moi, le 5 novembre. Et c'est une date importante pour les États-Unis puisque l'élection américaine s'y déroule. Nous aurons en seconde partie de ce temps d'antenne deux invités qui parleront justement avec nous de ce qui pourrait éventuellement se passer. L'Afrique attendra de savoir qui sera le nouveau président des États-Unis. Pour l'instant, revenons en Côte d'Ivoire pour parler donc santé. Entre réforme et progrès, plus de 1200 milliards investis par le gouvernement ivoirien. Herman, lorsque vous entendez ces chiffres, réaction? Je pense que c'est 1200 milliards. C'est très bien. Ça veut dire qu'on a fait des infrastructures. On a peut-être mis un peu plus d'équipements médicaux dans les centres de santé. Mais en même temps, la question demeure. Vous savez, il n'y a pas plus de 2 mois sur ce plateau. On a évoqué la santé de proximité. C'est cela. Et lorsqu'on faisait le bilan, on a vu le nombre impressionnant de centres de santé qui ne respectaient pas les normes, ou bien même qui étaient installés de façon illégale. À côté de cela, moi j'étais comme ça le week-end dernier, les jeunes de mon village m'ont invité pour participer c'est Memni. Memni, c'est à 35 km, comme toujours, pour participer à une journée de toilettage du centre de santé. Mais je lui ai dit que dans un hôpital où on doit communiquer la mort et la vie, c'était plutôt un peu le désarroi, le silence. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, malgré tout cela. Maintenant, à côté de ces 1200 milliards de francs CFA, je peux aussi interroger comment est-ce que les marchés se passent pour ces investissements. Est-ce qu'il n'y a pas des fonds de souvent surfacturation ou bien de mauvaise passation de marché? Toutes ces questions, il faut les mettre. Parce que je pense qu'avec les 1200 milliards de francs CFA, si on a fait des investissements dans les infrastructures, peut-être qu'on aurait pu, si c'était mieux géré, on aurait pu faire peut-être 3 fois le niveau où on atteint. C'est un point, c'est-à-dire que vous estimez que si ça avait été bien géré, pour l'instant, on n'a pas de problème sur la gestion qui a été mentionnée. Très bien. Comment est-ce que les marchés se passent et quitte de savoir les budgets détaillés des équipements qu'on a pu contracter. Alors moi, je voudrais corriger un impair. J'ai commencé l'émission sans vous dire bonsoir, messieurs. Et bonsoir aux téléspectateurs, je m'en excuse. Bonsoir Herman. Bonsoir. Vous allez Christelle, bien? Ouais, c'est bon. Très bien. Aïcha, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous. Marius Conway, bonsoir. Bonsoir Christelle. Daouda, bonsoir. Bonsoir Christelle. Très bien Herman. Alors donc, vous dites il pourrait y avoir supputation sur les 1200 milliards. Le temps de revenir vers vous, Daouda, je regarde Aïcha, je dis Daouda. Mais dis donc. Alors Aïcha, justement, quand vous entendez tous ces investissements, déjà au niveau de la CMU, on a 15 millions d'enrôlés. 80% de la population a un accès aux soins de 5 km de leur domicile. En 2011, nous étions à 66%. Au niveau du paludisme, le nombre de décès, en 2011, nous étions à 30 700. En 2023, 9 500. Alors, quand on a tous ces chiffres-là, Aïcha, quels commentaires cela appelle de vous? C'est de gros efforts, de beaux succès. La santé, effectivement, c'est un secteur primordial, si ce n'est le numéro 1, qui doit nous préoccuper, encore plus au niveau étatique. Il me semble aussi qu'il y a 8 CHR qui ont été construits, 11 hôpitaux généraux, depuis 2011, j'entends.
Donc voilà, après une fois 900 au total d'établissements en tout à fait, contact. tout à fait. Une fois après avoir dit ça, effectivement, on n'est jamais parfait dans tous les cas, mais il y a toujours des petits couacs. J'entends par là le côté humain, peut-être les formations d'un point de vue ressources humaines, d'un point de vue humaine tout court. On a vu quelques dérives. Hein. Évidemment, elles sont marginales, évidemment, je le rappelle, mais quand même, notamment sur les réseaux sociaux, encore une fois, puisque ça devient une plateforme en fait de plainte, de dénonciation parfois de certains traitements. Même si ça reste marginal, je le répète, les manques d'infrastructures aussi parfois, même si l'État fait de gros efforts. J'ai été récemment au CHU, dans un CHU que je ne citerai pas, et on avait l'un des plus vieux d'ailleurs, je crois, construit en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan, et on n'avait même pas d'ordinateur, même pas de téléphone pour communiquer entre les services, sachant que les CHU sont très grands en général. Hein. Donc il y a des bâtiments qui communiquent. Donc, quand on dit que c'est le plus vieux, on pourrait évidemment trouver de quoi il s'agit. Alors, je ne sais pas. Oui, ça c'est clair. Mais non, donc, un très très bel hôpital. Vous avez notifié qu'il n'y avait pas donc d'ordinateur. Voilà, un très très bel hôpital avec des soignants très compétents. C'est juste que voilà, c'est pour dire dans que quel service? Dans tous les services, en réalité, je ne dirais pas tout parce que je ne suis pas allée partout, mais on m'a dit qu'il y avait, ils cherchent à trouver des solutions, hein, ils veulent solutionner ça justement, et la volonté aussi des hôpitaux eux-mêmes, indépendamment de l'État, qui veulent se gérer, se prendre en main et effectuer leur transition digitale également. Donc je salue tout cela, et peut-être aussi que les conseils généraux devraient aussi avoir un regard là-dessus. Les régions. Les régions, voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire. On salue quand même les gros efforts de l'État. C'est cela. Daouda, vous êtes dans la même dynamique de saluer les gros efforts de l'État ou pour vous, il y a peut-être des choses à faire? Quand on regarde les investissements dans le secteur de la santé, en fait, en Côte d'Ivoire, c'est un peu comme si c'était une priorité nationale. Parce qu'il ne faut pas oublier que déjà en 2023, c'est 6% du budget national qui a été alloué à la santé, ce qui a permis aujourd'hui la rénovation de nombreux centres hospitaliers et la construction de nombreux centres hospitaliers. J'en veux pour preuve, comment on appelle ça, celui qui s'est fait au niveau de, celui de Boaké a été rénové, celui de San Pedro, et comment on appelle ça, même actuellement celui de Yopougon, il est en rénovation, le CHU d'Ingrid, tout ça, il y a de gros investissements. Et quand on regarde aujourd'hui le plateau technique qui est en place, parce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire veut se positionner en fait comme un hub sanitaire au niveau sous-régional. Donc, dernièrement, lors de Octobre Rose, on a reçu Dr Koulibaly ici, le professeur Koulibaly ici. On a un centre d'oncologie qui permet aujourd'hui de soigner des femmes atteintes du cancer du sein et ce, à coût vraiment réduit. Voilà. C'est pour dire que c'est vrai. Moi, je reconnais qu'il y a eu de gros efforts qui ont été faits par le gouvernement quand on sait qu'aujourd'hui, chaque citoyen aujourd'hui ivoirien peut se soigner à moins de 5 km de chez lui, ce qui n'était pas possible avant. Et ça, il faut le reconnaître. Maintenant, quand je finis de dire cela, il faut reconnaître aussi qu'il y a comme une forme d'inégalité en fait. C'est-à-dire entre les zones urbaines et les zones au niveau rural. Un exemple? Non, quand tu regardes par exemple au niveau d'Abidjan, tout ce qui est grande ville, les hôpitaux sont là. Mais dans des petites régions, souvent, il y a des difficultés. Mais je pense que c'est des choses qu'il faut pouvoir encourager, de sorte que ces centres de santé-là puissent encore au lieu de 5 km, il faut qu'on puisse aller à 200 mètres, à 100 mètres, pourquoi pas même à 1 mètre. Alors, les choses à encourager au niveau... Il y a, Aïcha en parlait, l'action des présidents de région, l'action des mairies. Est-ce qu'il y aurait peut-être à faire des actions privées de jumelage avec d'autres villes, mais pourquoi sûr, pas, parce pour pouvoir il faut faire au-delà de ce que l'État a fait, pourquoi pas. Au-delà de ce que l'État a fait, parce que malheureusement, Christelle, nous sommes dans un État où souvent j'ai envie d'être, je vais être méchant sur ce coup. Nous sommes les enfants pourris gâtés d'Oufoué-Boigny. C'est-à-dire? En son temps, au temps d'Oufoué-Boigny, au temps du miracle économique, on avait pratiquement tout. Aujourd'hui, quand on sait que nous faisons face à une récession économique, quand on sait qu'on fait face à de l'inflation et que la vie est devenue excessivement chère et exécrable, je veux dire, l'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire. Donc, à un certain moment, il faut que le secteur privé puisse s'investir dans ce domaine-là de manière à aider véritablement l'État à pouvoir supporter tout ça. Parce que l'État, ce n'est pas seulement le gouvernement, c'est nous tous. Il faut que chacun puisse mettre la main à la pâte pour que tout le monde puisse avoir accès à la santé. Et quand je regarde aujourd'hui, au niveau de la santé, la mortalité infantile qui a relativement baissé, je ne sais pas les chiffres en tête, mais... Il y a encore à faire. Hein. Il y a encore... La mortalité maternelle a été réduite de 38%, passant de 614 décès à 600 000 naissances vivant en 2012 à 385. Je dis,
Si le plateau technique n'avait pas été relevé, on ne serait pas à ce niveau-là. En tout cas, parlons de la mortalité maternelle. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a encore des choses, Il y a encore des choses à faire. parce que c'est un point très important. Il ne faudrait pas qu'en Côte d'Ivoire, une femme qui donne la vie puisse y passer. Marius Komoué, quand on dit tout ceci, quel est votre regard justement, au-delà de ce qui a été fait et ce qui pourrait rester à faire, et aussi l'implication d'autres parties. L'État, c'est nous tous. Hein. On a parlé des conseils, Daouda a parlé du privé, pour aider justement l'action de l'État. Réaction? Le privé joue son rôle à travers certaines sociétés. Qui font des dons, oui. Qui font des dons, mais qui construisent même des centres de santé. Tout à fait. Je ne le citerai pas de ces entreprises, mais je peux vous certifier que en matière d'investissement dans le domaine, dans le système de santé en Côte d'Ivoire, je l'ai toujours dit sur ce plateau, il faut être un aveugle pour ne pas être honnête face à la donne. Quand vous aviez par le passé, rappelez-vous, de 2011 jusqu'à 2012 même, les Ivoiriens continuaient encore à en appeler à l'achat des scanners. Il n'y avait même pas de scanners dans nos centres de santé. Aujourd'hui, tous nos CHU sont dotés de scanners. Même les hôpitaux généraux sont dotés de scanners. Nous disposons de 15 scanners sur l'ensemble du territoire national. Il y a eu des avancées. Bien sûr. Bon, quand vous prenez par exemple le Centre national de radiologie Alassane Ouattara, c'est 26 services obstétricaux également que nous pouvons compter. Mais vous avez également la construction de l'Institut de la médecine nucléaire. Nous savons ce que c'est qu'une médecine nucléaire et l'équipement. Pour ceux qui ne sauraient pas, qui nous regardent, Marius, quelques points. Ben, il faut traiter aujourd'hui les questions des cancers via justement une technologie de pointe. Tout à fait, le laser et voilà, autres, le laser via une technologie de pointe. C'est plus comme par le passé avec toutes les douleurs qu'un patient pourrait subir. Aujourd'hui, avec le laser, on traite le cancer. Et donc, c'est important. Et ça existe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais il n'y a pas que ça. Je vais un peu plus loin. Quand on parle du CNRAO, avec la construction du service d'hospitalisation, et le deuxième, c'est le Centre national d'oncologie. Eh bien, c'est l'un des plus grands aujourd'hui que compte l'Afrique de l'Ouest. Et sinon même l'un des meilleurs en Afrique. Alors, ne pas le reconnaître, ça fait preuve de malhonnêteté intellectuelle. Il n'en demeure pas moins de rappeler que malgré tous ces efforts pour doter le pays de centres de santé et de ramener la santé, et en ramenant la santé auprès des populations, il y a encore des attitudes, des comportements qu'il faut bannir. Il faut que notre système de santé forme, je veux dire, des agents de santé, des cadres de santé soucieux de leur rôle. Quand un médecin prête serment et qu'il vient dans un centre de santé, bien que l'effort de l'État ait été véritablement à la hauteur ou sinon prête quand même à l'acceptable, il est inacceptable que, par exemple, des sages-femmes se permettent tout et n'importe quoi en raquettant, par exemple, les pasturiens. Certaines, mais bon, malheureusement, c'est la majorité. Et vous prenez... J'assume. C'est quelle étude, Marius? Oui, c'est-à-dire que... Pourquoi vous parlez d'études? Non. C'est une réalité. Nos mères vont à l'hôpital. On nous parle de l'accouchement gratuit. Oui. On l'a fait payer. C'est une réalité. Mais ça, c'est pas le fait c'est bon de relativiser parce qu'on n'a pas de l'Ivoirien en général. Très bien. On n'a pas de chiffres pour dire que 80% mais je vous de sages-femmes... donne des informations, vous ne me parlez des chiffres. Oui, mais quand vous allez parler... Mais c'est une réalité dans nos centres de santé. Et allez-y faire le minimum d'enquête comme nous le faisons, et vous comprendrez que c'est une réalité. Par exemple, quand on dit un enfant de 0 à 4 ans, je suis entièrement... le soin d'un enfant de 0 à 4 ans, c'est gratuit. Marius, nous sommes en phase. Il ne s'agit pas de faire des enquêtes ou pas. Nous parlons ici avec des faits, des chiffres, à l'effet justement de donner de bonnes informations à tous ceux qui nous regardent. Quand on dit les sages-femmes en Côte d'Ivoire font ceci, je dis relativisons. Non. Il n'y a pas que toutes les sages-femmes, 100% non. Je concède, il y a certaines... Je vous le concède. Voilà. Je vous le concède. Alors, donc, certaines sages-femmes, oui, voilà. pour faire simple. Merci beaucoup. N'en demeure pas moins que c'est les plus nombreuses, malheureusement. Bon, on ne va pas revenir sur le débat, Marius. Croyez-moi, quand on dit des enfants de 0 à 4 ans ont la gratuité des soins, pour ce faire, l'État met énormément d'argent dans l'achat des médicaments. On ne le dit pas assez. Aujourd'hui, la nouvelle pharmacie de la santé publique, c'est la centrale d'achat des médicaments de l'État qui approvisionne l'ensemble de nos centres de santé en médicaments. Mais allez voir dans les officines des centres de santé publics. Vous avez des médicaments, on vous dit qu'il n'y a pas de médicaments. Et pourtant,
la nouvelle pharmacie de la santé publique n'a de cesse d'approvisionner. Et puis, tenez-vous bien, le pire, c'est que des responsables, ou pour employer votre terme, certains responsables de nos officines de pharmacie publique détournent ces médicaments, les vendent et ne reversent pas la quote-part de la nouvelle pharmacie de la santé publique. Comment est-ce que la nouvelle pharmacie de la santé publique continuera de fonctionner et d'alimenter justement nos centres de santé de médicaments? Et à l'époque, on avait fait une enquête sur les détournements justement des fonds, des médicaments, de l'argent, qui issus donc de la vente des médicaments que fournissait la nouvelle pharmacie de la santé publique à nos officines de santé publique, les pharmacies là, des centres de santé publique. Mais tenez-vous bien, la majorité des gestionnaires avaient fait des détournements. À l'époque, on devrait tous les sanctionner. On ne sait pas où est passé ce dossier. À l'époque, on parle de quelle année, s'il vous plaît? Nous étions sous la gouvernance de la ministre Raymond Ngoudou Kofi. À l'époque, moi-même, j'étais membre du conseil d'administration de la nouvelle pharmacie de la santé publique. Donc, vous voyez bien... Donc, un sachant et avec des chiffres, je suis un sachant et je sais de quoi je parle. C'est nous qui avons même initié, à l'époque, le conseil d'administration, cette enquête. Merci. Donc, il faut sanctionner. Merci beaucoup, Marius Komoé. Je rappelle que lorsque nous prenons la parole, parlons avec chiffres et faits. S'il vous plaît. Mais la majorité. Marius, vous n'avez plus la parole. Désolé. Voilà. Quand on dit certaines, les sages-femmes ou les médecins, non. Essayons de relativiser parce que tout le monde, n'a pas les mains. Exactement. Il y en a quand même qui sont intègres dans leur façon de gérer leur hôpital ou leurs soins. Herman, revenons sur la gestion de ce capital humain. C'est vrai qu'on bâtit, on construit, mais comment, in fine, justement, arriver à extirper les brebis galeuses qui pourraient donc ralentir le processus de développement de notre système de santé sanitaire? Moi, je pense que c'est l'un des grands défis, parce que malgré les infrastructures, les équipements et autres, si on n'a pas un personnel qui est outillé ou bien qui est attentif aux douleurs ou à la patience des patients, c'est comme si c'était zéro. Parce que lorsque quelqu'un va à l'hôpital, c'est parce qu'il se sent mal. Donc, les premiers contacts avec le personnel, ça doit être, vraiment de l'affection qu'on lui porte et autres. Là, ça va lui permettre de peut-être guérir, mais on voit ces comportements. Donc, insister sur la formation. Heureusement que aussi bien les professionnels, les infirmiers qu'on a reçus ici, aussi bien les médecins et autres, les pharmaciens, eux tous, ils ont rappelé, ils ont insisté sur cet aspect-là de la formation humaine, de voir au niveau de leur corporation pour gérer cet aspect. Pour laisser un mot, parce qu'avant que Marius ne soit, enfin je pourrais dire qu'il soit plus à l'aise en donnant dans les faits, comme il le dit, dans ce qui se passe, les détournements qu'il a pu observer, il a eu à évoquer 15 scanners. Apparemment, il s'enorgueillissait, il était peut-être satisfait. Mais 15 scanners pour 30 millions d'habitants, moi, je ne crois pas que ça soit... Il paraît d'un point de l'époque jusqu'à aujourd'hui. Oui, pour vous, il ne faut pas s'enorgueillir. Aujourd'hui, quand même, quand on regarde le poids économique de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas comme à l'époque. Aujourd'hui, on est à 13 000... du président Gbagbo, on avait un scanner. Je ne suis pas en train de Marius, vous n'avez pas la parole. Non, vous n'avez pas la parole pour l'instant. Avant, on était dans un budget de 2 000, 3 000 milliards. Aujourd'hui, on est arrivé à 13 000 milliards donc pour vous, 15 scanners, ce n'est pas assez... 13 000 milliards de francs CFA de budget. Et on connaît le poids de ce budget-là, enfin, le poids de la santé dans ce budget-là, comme l'éducation d'ailleurs. Donc, je veux dire que si, par le passé, il y avait 15, qu'on est arrivé à ce niveau-là, on pourrait faire un peu plus, puisqu'on sait bien que ce sont des choses qui sont importantes. C'est pourquoi, tout à l'heure, j'ai rappelé, la Côte d'Ivoire ici a été un pays qui était dans la tradition des surfacturations en termes d'achat d'équipements médicaux. On a vu ça depuis sous le ministre Guy Kaoué, on a vu les cas de 18 milliards où les surfacturations, on a vu quand même des thermomètres qui coûtaient en réalité 100 francs, qui étaient payés à 2000 francs dans les factures. Et c'est ce qui m'inquiète. Je me dis, j'espère que ces 1200 milliards investis en matériel, pour les infrastructures, pour les matériels médicaux, soit pour des matériels à des prix rationnels. Parce qu'aujourd'hui, plus ou moins, il y a plusieurs endroits où on peut aller acheter du matériel et que souvent, c'est à des coûts abordables. Il ne faudrait pas que ça soit 1200 milliards investis. Or,
en réalité, c'est 300 milliards qui aient pu faire le job. C'est de ça mon inquiétude. Et j'espère bien que peut-être qu'il faut maintenant, comme le ministre, le président, il faut maintenant lancer un audit de tous ces investissements-là, faire pour qu'on puisse savoir si on a bien utilisé ces 1200 milliards. Parce que c'est très beau. Et comme on le dit, moi je trouve que 15 scanners, c'est vrai que si on était à 15 scanners pour couvrir 30 millions de personnes, 31 régions, c'est quand même assez... Marius a un petit point, et puis ensuite Daouda. Marius, hier, il estime que Ivoiriens... 15 scanners pour la Côte d'Ivoire actuelle, ce n'est pas suffisant. Il ne faudrait pas s'enorgueillir. Réaction? Les Ivoiriens se plaignaient en longueur de journée en dénonçant le fait qu'on n'avait qu'un seul scanner sur l'ensemble du territoire national. Vous imaginez le danger. Herman, permettez qu'il ait la parole. Non, un seul scanner sous la gouvernance précédente. Aujourd'hui, nous avons une quinzaine. Et vous ne voulez pas que je m'en réjouisse. Voilà. Mais je m'en réjouis. C'est déjà un grand pas. Il faut, c'est vrai, en appeler au gouvernement de continuer ses efforts. Mais il faut déjà apprécier l'existant. Et l'existant, c'est bien cela. Est-ce que hier, nous avions justement 900 centres de santé publique de proximité? Aujourd'hui, tous nos centres de santé, les CHU, je dis bien, en dehors des CHU, même les hôpitaux généraux sont dotés de scanners. Quand même, il faut reconnaître. Pourquoi voulez-vous toujours qu'on dise c'est pas bon, que c'est mauvais? Quand c'est du bon, il faut dire c'est du bon. Et en matière de santé, en nommant justement M. Pierre Dimba, le président de la République et son Premier ministre ont eu le nœud creux. Parce que depuis sa prise de fonction... Il fait un excellent travail. En tant qu'ingénieur. C'est pour ça que nous constatons que, quelque part, les ingénieurs, là, c'est des techniciens. Pourquoi vous en parlez? Pourquoi justement vous mentionnez le fait qu'il soit ingénieur en passe Daouda? Non, parce qu'avec les ingénieurs, on cherche des résultats. Avec des ingénieurs, c'est du concret. Et avec lui, on a constaté qu'il y a eu des avancées. Bien sûr, j'ai dénoncé le comportement des agents du système de santé. Très bien. Mais est-ce que ça annule quand même le travail, combien appréciable, que le gouvernement a réalisé en amenant la santé auprès de nos populations? Moi, je reconnais ça et déjà, je m'en réjouis. Daouda, est-ce que vous allez diviser la poire en deux? Faut-il se réjouir ou pas? Difficile, mais voilà votre point. C'est difficile de diviser la poire en deux, dans la mesure où on se rappelle, comme Marius le dit si bien dans ce pays-là, que chaque fois les Ivoiriens se plaignaient du manque de scanners, chaque fois qu'il y avait un petit bobo, on disait oui. Certains étaient obligés d'aller à l'extérieur. On disait oui, mais cet argent-là aurait pu servir à payer un scanner. Aujourd'hui, nous en avons 15. C'est vrai que la demande est légitime. Tout à l'heure, je vous le disais, il disait qu'il y a comme une forme d'inégalité entre les régions urbaines et les régions, les zones au niveau rural. Voilà. Mais déjà, je pense qu'il faut savoir apprécier ce que nous avons en main. Aujourd'hui, nous en avons 15. Notre souhait, c'est que... À l'horizon 2030 ? À l'horizon 2030, qui est l'objectif justement selon le PND, que ça ne soit pas seulement que dans des grandes villes comme Odiéné, comme Boaké, comme Abidjan, comme Aboisseau et autres. C'est pas ça. Je souhaite qu'à Bouna, je souhaite que dans la région du Lodjibois, dans le coin le plus reculé, chaque ville puisse avoir un scanner. Mais déjà, il faut apprendre à apprécier les 15 qui sont dans nos mains. Ça, c'est la première des choses. La dernière chose sur laquelle je vais chuter. Pour moi, vous parlez du facteur humain. Il est important de l'attirer. C'est vrai que Marius, je sais que dans son envolée lyrique, il a dit tout le monde, mais bon, il faut être nuancé. Non, c'est vrai. Bon, il faut toujours être nuancé. Il faut être très nuancé. Je pense que ce ne sont pas tous les agents de santé qui sont comme ça. Parce que je tiens, parce que quand tu le dis, je me sens un peu attaqué parce que je pense au docteur Gbezo, je pense au docteur Caleb, je pense à toutes ces infirmières qui prennent soin de moi sans prendre 5 francs. On ramène toujours tout à vous. Oui, mais c'est très important parce que c'est eux qui nous soignent. Ils ont nos vies entre leurs mains. Donc tous les agents ne sont pas comme ça. Merci beaucoup. Merci. Herman, juste un petit point, on termine. On ne va pas faire de polémique, Herman. Hein? Bon, mais même 15 scanners, pour revenir un peu là-dessus, je ne crois pas qu'on soit à 15 scanners uniquement. Parce que les scanners sont à foison dans le privé. Donc, je ne crois pas que l'État... Peut-être faut qu'il revoie ces chiffres. Et puis, à l'époque, en 2008, à l'époque dont on parle, il y avait quand même tous les CHU étaient dotés de scanners. Bon, à l'époque, quelle époque? Donnons le nom d'une année, un ministre. Déjà en 2008, 2008 sous le ministre, comment on appelle? Écoutez-le, je vous en prie. Sous le ministre Ala. Oui, il y avait Ala Kodjouremi. Ala Kodjouremi, les CHU
étaient dotés. Et puis autre chose, tout à l'heure on parlait du projet, comment on appelle là, le projet de la médecine nucléaire. C'est un projet depuis 2008 qui a été porté par le professeur Bertin Hachi. Moi je pense que c'est pourquoi je suis toujours mal à l'aise lorsqu'on revient par rapport aux choses qu'on doit faire maintenant, qu'on reparte en arrière 10 ans, 15 ans. Si ça ne fonctionnait pas il y a 20 ans, on ne va pas ressasser tout le temps le passé. On le fait, on constate. Est-ce que maintenant, l'environnement, le plateau technique arrange les Ivoiriens? Aujourd'hui, allez-y quand même voir les centres de santé. C'est vrai que souvent, il y a plein de peinture qui est mise là, mais quand on rentre dans les centres de santé, il y a les personnels qui travaillent, les médecins et autres, ont un challenge en termes d'avoir tout l'équipement nécessaire pour travailler. Et ça, il faut juste visiter ces centres de santé pour le faire. Je sais bien qu'on a investi 1200 milliards, mais il ne faudrait pas que on pense qu'il n'y a pas encore du boulot à faire. Mais en même temps, ce n'est pas mauvais. Hein, c'est pas mauvais qu'un centre de santé ait de la peinture aussi. Hein, ça participe de l'environnement et tout. Après, il faut regarder, c'est vrai, dedans, le personnel humain, le matériel. Mais si on va terminer sur le sujet, avec votre permission. Non, avec ta permission, on va terminer. On va terminer. Je voulais prendre la demi de la demi, mais c'est pas bien grave. Non, on va pas prendre, parce que je sais que si on prend la demi, il va reprendre la demi. Non, et on sera à 20h30. T'inquiète, elle a parlé, rassurez-vous. Parlons maintenant, justement, restons dans le même, dans le même créneau, hein, mais parlons de réduction de taux de pauvreté, messieurs, dames. Alors, l'économie sociale et solidaire, une alternative. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a présidé la cérémonie d'ouverture du premier colloque scientifique organisé par Africa Perspective Institute sur le thème économie sociale et solidaire et développement des pays africains, état des lieux, défis et perspectives. In fine, il dit que le gouvernement s'engage à ramener le taux de pauvreté à 20% à l'horizon 2030. C'est un engagement que prend le président du gouvernement ivoirien, avec à sa tête le président de la République, pour diminuer le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire. Aïcha, justement, quel commentaire vous en faites? Encore une fois, c'est une très bonne... en tout cas, c'est un bel engagement, c'est ambitieux. C'est ambitieux à la hauteur du Premier ministre qu'on a, hein, qui a un gouvernement assez ambitieux. Les chiffres sont plutôt positifs, en tout cas ceux qu'on nous présente. Il me semble qu'effectivement, on est passé à 39,4% en 2018, donc ça a été progressif, je veux dire, contre 37,5% en 2021-2022. Donc on est sur une croissance, qui évolue bien, qui évolue comme il faut. Après, toutes les franges de la population n'ont pas forcément augmenté leur panier moyen, n'ont pas forcément augmenté leur PIB, comme on dit, ne sont pas forcément devenus plus riches en fait. Donc le taux de pauvreté peut diminuer sans que toute la population augmente justement sa richesse. Et je pense que ce n'est pas forcément le cas justement de toute la population. Donc malgré ça, l'initiative et les ambitions sont plutôt positifs. Après, non, je vais m'arrêter là pour l'instant. Si vous voulez revenir à moi tout à l'heure. Très bien, très bien. Herman, le gouvernement estime que d'ici l'horizon 2030, il s'engage à ramener le taux de pauvreté, pourquoi vous riez, à 20%, Herman. Réaction? Bon, les chiffres, bon, vous savez, c'est toujours intéressant. Pas trop fétichiste des chiffres. C'est toujours intéressant que le gouvernement ait des ambitions et des perspectives en faisant de la prospective, tout ça. C'est toujours intéressant. Mais moi, je me demande comment est-ce que ça va s'opérer du moment où on est en Côte d'Ivoire aujourd'hui, où des produits, même alimentaires de base, avec lesquels les Ivoiriens se nourrissent chaque jour au quotidien, on les importe à une vitesse de croisière. Je vous prends par exemple le riz, hein, et le poisson. On est à 726 258 tonnes pour une dépense de 507 milliards de francs CFA dans nos budgets. Et pour le riz, on est à 440 milliards de francs CFA chaque mois. Le blé même, le simple blé, ça dit que nos produits de base par rapport au pain, on importe le blé à hauteur de près de 705 614 tonnes, 162 milliards de francs CFA. Pourquoi vous rappelez tous ces chiffres, et ces justement? trois produits uniquement ont une assiette de près de, comment on appelle là, de près de plus de 1000 milliards de francs CFA dans nos budgets.
et on importe tous les produits alimentaires à près de 2 000 milliards de francs CFA dans notre budget. Ces chiffres et le rapport, justement. Ouais, mais or, la Côte d'Ivoire est un pays, est un pays qui produit, qui est agriculteur, en termes d'agriculture. Tout peut pousser chez nous ici. Pourquoi est-ce que tout l'argent qu'on investit pour faire la balance, pour pouvoir nourrir les Ivoiriens, on n'investit pas pour accompagner ici une vraie politique en termes de riziculture, une vraie politique en termes de vivrier, une vraie politique des produits de première nécessité pour que les Ivoiriens puissent en profiter et puissent s'autosuffire. Moi, je pense qu'il y a trop de dépenses. Et si on veut réduire la pauvreté, il faut qu'on règle la question de la sécurité alimentaire et en passant par l'autosuffisance alimentaire. Daouda, votre point, ensuite celui de Marius. Et on passera à un autre. Christelle, pour ma part, en fait, ce colloque s'inscrit dans le cadre de la réduction de la pauvreté qui, depuis, on était en 2011 déjà, la pauvreté était à 55%. Le taux de pauvreté était à 55%. Et depuis que le gouvernement Ouattara est là, en fait, de 2011 aujourd'hui à 2024, nous sommes passés de 55% à 37,5%. Donc je veux dire qu'il y a quelque chose qui a été fait. C'est ça qui est le plus important. Et pour moi, l'économie, ce colloque-là, il faut pouvoir définir l'économie sociale et solidaire pour nos téléspectateurs. C'est très important. Parce que l'économie sociale et solidaire peut jouer un rôle prépondérant, pour parler comme Marius, dans le développement de l'Afrique. Et c'est pour cette raison justement que le ministre des Affaires sociales, je ne prononce pas bien, mais du Sénégal, était ici. Parce qu'on a une économie qui est pratiquement similaire. Donc, à la différence du modèle traditionnel, l'économie sociale et solidaire met l'accent sur la solidarité, la coopération et l'autonomisation des communautés au niveau local. Donc, quand on a fini de dire tout ça, quand on regarde depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les initiatives qui ont été prises par le gouvernement afin de baisser le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire? D'abord, dans un premier temps, on a le programme de protection sociale. On a déjà parlé sur le plateau des questions de filets sociaux. Après cela, on a le développement des infrastructures qui ont permis aujourd'hui de pouvoir créer un environnement propice en fait, à l'activité économique. Et sans oublier la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi jeune. Quand on sait que quand on finit de dire tout ça, les chiffres, ils sont là. Je ne sais pas si je peux me permettre quelques chiffres. Rapidement, voilà. Parce que Daouda. pour l'axe 1 du programme jeunesse du gouvernement qui court de 2023 jusqu'à 2025, c'est plus de 209 381 jeunes qui ont été insérés au niveau professionnel, 136 880 bénéficiaires de bourses, 86 278 bénéficiaires de programmes et de projets d'entrepreneuriat, et notamment l'école de la seconde chance, dont on parle ici tous les jours. Ça veut dire que toutes ces initiatives-là contribuent en vérité à réduire le taux de pauvreté. Mais surtout ce colloque-là, il faut le dire aux téléspectateurs très rapidement. C'est sur ça que je vais chuter, qu'à la vérité, c'est d'investir au niveau local, de sorte à ce que nos populations puissent s'entraider entre elles par le bien de coopératives, de mutuelles et d'associations, de sorte que cette économie-là tourne entre elles. Donc, il ne s'agit pas de partir dans de grands chiffres. Oh, la vie est chère, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut expliquer les choses aux téléspectateurs. Donc, avec tout ce que vous venez de dire, donc selon vous, avec votre argumentaire, c'est ce qui donc a réduit drastiquement le taux de pauvreté. Dans le plan national, dans le PND, en fait, il y a beaucoup de choses, mais en fait, celui-là vient s'ajouter de sorte à ce que ça puisse aller vers nos populations au niveau Et c'est local. sur la base de tout ce que vous venez de dire que j'aimerais demander à Marius. Marius Komoé, lorsqu'on vous dit qu'en Côte d'Ivoire, nous étions par exemple à 55% de taux de pauvreté en 2011 et qu'aujourd'hui nous sommes passés à 37,5%, est-ce que vous entendez ces chiffres? Est-ce que vous comprenez ces chiffres, Marius Komoé? Oui, bien entendu, c'est le minimum. Seulement que entre les chiffres qui sont annoncés par nos gouvernants et la réalité du terrain, et là, je ne suis pas totalement en phase. C'est-à-dire, Marius, on a 2 minutes. Pourquoi? Je vais faire simple. Allez-y. Au mois de septembre 2004 déjà, comparativement à septembre 2003 et 2023, le niveau général des prix avait progressé de plus de 2,8%. Le Premier ministre le sait très bien. D'où sa décision de chercher à réduire. Parce qu'ils savent très bien qu'au niveau social, il y a beaucoup à faire. Aujourd'hui, l'accroissement des recettes fiscales qui a amené les Ivoiriens à payer plus d'impôts. C'est 13 000 milliards le budget de fonctionnement de l'État, nous a-t-on dit. Mais les 13 000 milliards, l'État va les chercher où? Est-ce que l'État a des champs de café et de cacao?
Est-ce que l'État a des villas que l'État met en location et puis c'est dans nos poches et nos porte-monnaies. C'est 13 000 milliards. C'est dans nos poches et nos porte-monnaies qu'ils viennent les chercher. Donc, en principe, ces 13 000 milliards devraient nous revenir en termes d'amélioration de nos conditions de vie. Tenez-vous bien. Et je rejoins Armand et je termine sur le point. Voilà, parce qu'on a un invité qui doit rentrer, oui. Qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a des terres arabes sur l'ensemble de son territoire national, qui a des bas-fonds, ne peut pas se produire du riz et en importe dans des pays qui sont totalement enclavés d'eau, tels que l'Inde, la Chine, la Thaïlande et j'en passe. Comment pouvez-vous également concevoir qu'un pays comme la Côte d'Ivoire ne puisse pas se produire du bétail face à des pays comme le Niger, des pays totalement enclavés dans le Sahel, qui n'ont pas accès à des ressources, à l'eau. L'eau, c'est avec l'eau qu'on fait traire les vaches, les bœufs. Mais ici, nous pouvons produire des bœufs. On a un ministère de production animale, aucune politique nationale de production animalière. Et on se plaint que la viande est chère. La viande est chère. Mais c'est nos gouvernants qui font que la viande est chère parce qu'ils ne peuvent pas réfléchir sur des politiques de production animalière au niveau national. Merci de ce passage, Herman. Le lit d'huile est passé on reviendra sur ce sujet. Ce n'est pas la dernière émission du Grand Talk. Hein. On reviendra là-dessus. Permettons jusqu'à la fin de la voilà, permettons que notre agenda puisse se poursuivre avec notre invitée qui arrive, Madame Traoré Sefion, qui est directrice du pôle études et formations de Africa Consult et Performance, qui arrive pour nous parler un peu de ce qu'il faut savoir sur le protocolat. Donc rassurez-vous, messieurs, on parlera de ça. Surtout l'information donnée par Herman au passage. On pourra donc débriefer avec les éléments, la lumière justement de la prépondérance, n'est-ce pas, de Marius Komoé. Alors, Madame Traoré Sefion, merci d'être là. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Vous êtes directrice du pôle études et formations de Africa Consult et Performance. C'est ça. Et vous voulez donc nous parler du protocolat. C'est ça. Pourquoi justement le protocolat? Comment vous le définissez? Bon, de façon très simple, hein. Oui. On va dire que le protocole, c'est l'organisation de la République. Et là, je vole la définition. Attendez, on a un challenge avec votre micro, le temps que cela puisse se régler. D'accord. Je vais passer la parole justement à Daouda. Selon vous, qu'est-ce que c'est que le protocole? Bon, en tout cas, pour ce que moi je sais du protocole, je vois beaucoup de personnes derrière les ministres à tout moment qui leur disent... Oh, Daouda, c'est trop trivial. Non, peut-être que c'est trivial, mais c'est comme ça que je comprends la chose. Parce que souvent, je n'arrive même plus à faire... Aujourd'hui, quand on va dans la cérémonie, je n'arrive pas à faire la différence entre un protocole et un garde du corps. Franchement, je ne sais pas. Et comme la dame, elle est là aujourd'hui, j'espère qu'elle pourra vraiment m'éclairer. Alors, éclairez nos lanternes. Qu'est-ce qu'un protocole? Alors, si je veux répondre directement au gentil monsieur d'en face qui ne fait pas la différence entre le protocole et le garde-corps. Bon, le garde-corps, il garde. Le protocole... Il mélange les gens sur le terrain, c'est pour ça, en fait. Justement, elle va expliquer. Le protocole, c'est plus celui qui organise les... On va dire les déplacements. Mais pas seulement les déplacements. On va dire que tout ce qui est... Toute la cérémonie. Voilà, tout ce qui a trait à la personne, à l'autorité, en fait. Donc, ça va être pas seulement l'organisation des cérémonies officielles, mais ça va être aussi ses déplacements, ça va être sa présence. Selon la présence de son VIP, en fait. De son VIP, exactement, c'est ça. Donc, c'est... Et cela ne s'improvise pas, cela s'apprend. Cela s'apprend, à coup sûr. Donc si quelqu'un est nommé, il ne peut pas prendre son cousin pour dire « viens, tu seras mon protocole ». Non, ce n'est pas possible, parce qu'aujourd'hui, un protocole, il doit connaître l'étiquette, les préséances. Il faut qu'il sache, si son VIP est un ministre, qu'il sache que le ministre n'est pas au-dessus du président de l'Assemblée, par exemple, ni de la plus haute autorité. Aujourd'hui, on a des cas qui sont très précises, en fait. On imagine, par exemple, l'ouverture de la CAN. En fait, je voulais juste demander quelque chose. Elle imaginait l'ouverture de la CAN. Continue dans l'imagination. Oui, on est dans la CAN, justement, la plus belle jamais organisée en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Oui, c'est très important de le dire. Mais souvent, on trouve des protocoles de beaucoup de personnalités au niveau qui viennent, c'est pratiquement comme si c'était la bataille pour une question de place. Expliquez-nous. Justement, il y a une préséance. Exactement, il y a une préséance à respecter. Mais en réalité, et je pense que c'est là où il y a la confusion entre le garde-corps et le protocole, c'est que chacun se bat pour son VIP. Et celui qui est un peu affairé et tout. Bon, c'est ça. C'est un peu une jungle où chacun essaye de placer son VIP à la meilleure place. Mais est-ce qu'on avait besoin de tout ça
En réalité, quand je dis, est-ce qu'on a besoin de tout ça parce qu'à la réalité, on connaît la préséance. Non, mais justement... Donc quelqu'un ne doit pas passer avant... Quand on connaît quelqu'un ne doit pas passer avant... Elle est là justement pour nous dire Dites-moi quelle est la préséance, donc. Non, je veux dire quand le président, le vice-président, le premier ministre, nanana, je veux dire quand on connaît tout ça, finalement, est-ce que quelqu'un d'autre doit rentrer au milieu et tout ça? Mais est-ce qu'on le connaît d'office? Je pense qu'on l'apprend, ça s'apprend, justement. ça. On ne s'autoproclame pas protocole. Il y a une question. Oui, justement, comment est-ce qu'on devient protocole? Est-ce que c'est des études de sciences politiques, de la diplomatie, la logistique? Comment est-ce qu'on fait? Ça touche intrinsèquement au milieu de la diplomatie, des relations publiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un bon protocole, c'est d'abord quelqu'un qui maîtrise la communication et les relations publiques. On ne peut pas départir le protocole de ces deux domaines. C'est pas possible. Donc vous l'apprenez, vous avez un institut pour apprendre? Bien sûr, bien sûr. Et c'est là où je vais forcément parler du cabinet. Oui, bon, on s'est spécialisé dans la formation des protocoles de façon assez spécifique. Mais sinon, naturellement, le cabinet offre toutes autres sortes de formations. Voilà. Mais étant donné qu'on se focalise sur la gouvernance et la politique publique, on est un peu obligé de regarder cela. Voilà. Alors, quelle est donc l'activité que vous organisez? Un séminaire, allez-y. Alors, le prochain séminaire, c'est du 9 au 14 décembre, ici. Et ça va être justement sur le protocole, sur ses missions, ses conduites, son organisation, sa pratique. C'est très, très lourd, j'ai envie de dire, mais à la fin, vous pouvez être sûr que les participants sauront forcément comment se conduire lors des cérémonies officielles, comment placer leur VIP, où les placer. Mais en réalité, ce que j'ai bien envie d'ajouter, c'est que le protocole ne touche pas seulement ceux qui sont chargés du service protocole de leur VIP. En réalité, ça touche tout le monde. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous voulez organiser une cérémonie, vous avez le citoyen lambda même qui est impliqué, en fait. Vous avez ceux qui vont placer les chaises. Eux tous, ils ont besoin de savoir. Voilà, ils ont besoin de savoir leur mouvement sur. En fait, le protocole, c'est la coordination en réalité de tout ça. Parce que aujourd'hui, on va dire qu'on est dans un système où on a tout le monde qui est mis en contact en fait. C'est cela. Voilà. Donc on parle intrinsèquement de protocole. Et ceux qui doivent participer à ce séminaire. Ils doivent être protocole d'abord ou celui qui n'a aucune notion peut venir apprendre le métier? Celui qui n'a aucune notion peut venir se former. Se former, très bien, oui, se former. Voilà. Alors, c'est gratuit, c'est... Vous avez vu le formateur. C'est ça le point. Voilà, vous avez un très intéressant d'ailleurs. Alors, le formateur que nous avons pour ce séminaire, très bien, et on va terminer, a un background assez solide. Voilà, il est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Ça veut dire qu'il a une grande carrière diplomatique. Il a aussi été président de l'Assemblée, il a aussi été ministre. Il faut vraiment avoir un background chargé, en fait, pour pouvoir... Voilà. Alors, pour terminer votre présence sur ce plateau, votre séminaire aura lieu, donc, on rappelle la date? Alors, du 9 au 14 décembre. Très bien. Ici, en Abidjan. Ici, à Abidjan. Et pour ceux qui aimeraient donc vous rejoindre, le numéro de téléphone, vous avez Africa Consult Performance, vous pouvez donc aller sur le digital et les contacter pour participer justement à ce 30e séminaire de formation sur le protocole, ses missions, ses conduites, son organisation, sa pratique. C'est ça. Voilà. Merci d'être venu. À tout à l'heure. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Qui sera le prochain président des États-Unis, Kamala Harris ou Donald Trump? Écoutez, on attendra donc la fin des votes pour décider pour voir ce que les 244 millions d'électeurs ont choisi comme président. Est-ce cette femme qui viendra donc pour la première fois gérer un pays en tant que femme ou Donald Trump? Pour en parler, nous recevons deux invités. Monsieur Ted Azuma, vous êtes directeur exécutif de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, INADSI, doctorant du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris. Merci d'être là encore une fois pour aujourd'hui. Bonsoir, monsieur Azuma. Monsieur Joël Etienne, vous êtes directeur de publication du businessactuality.com. Merci d'être avec nous. Alors, selon vous, question directe, qui pourrait gagner cette élection avant de rentrer dans tous les détails? Monsieur Azuma, commençons par vous.
Alors, merci de m'interroger sur cette question, mais ce sera vraiment serré entre Donald Trump et Kamala Harris, mais les deux personnalités sont déjà très clivantes, hein. Vous avez une Kamala souriante, compétente, qui a un très très bon discours, qui a aussi l'effet halo, parce que son image passe, ça plaît. Et puis, elle a été procureure, donc très compétente, qui connaît ses dossiers. Et puis, vous avez un Donald Trump. Et vice-présidente, quand même. Elle est vice-présidente, donc elle a le passif et l'actif de Joe Biden. Et puis, vous avez un Donald Trump qui tranche par sa méthode, qui est une méthode très différente, mais qui est une méthode qui semble marcher. Donc, nous sommes dans un schéma nouveau et c'est difficile de dire exactement qui sera le prochain président des États-Unis. Sauf qu'il y a un grand historien américain qui a déjà fait ce pronostic et qui propose que ce soit Kamala Harris qui passe. Très bien. Monsieur Etienne, est-ce que vous êtes d'avis avec Monsieur Azuma ou vous avez une autre lecture? Je suis un peu d'avis avec lui, sauf que je constate que la démocratie américaine est très poussée. Tellement poussée qu'un ancien chef d'État, qui est Trump, peut revenir. Qui revient encore aux affaires. Malgré, enfin, il n'est pas encore revenu aux affaires. Enfin, il n'est pas loin. Malgré les dossiers judiciaires également qui sont il a tout. C'est un monsieur qui, vous lui demandez, vous le pénalisez, vous lui demandez de payer des millions, il paye, il avance. C'est un monsieur, un homme d'affaires qui pense américain et qui pense pour les Américains. Malheureusement, il n'a pas beaucoup de notions politiques comme Mme Kamala, qui, elle, a été procureure, vice-présidente, soutenue par beaucoup d'Américains, qui fait un peu la différence entre elle et puis Mme Clinton quand même. Elle passe, elle a un visage qui passe, elle a une, voyez le sourire qu'elle dégage, c'est une belle femme. Les Américains, ça compte, ça? Oui, la beauté? C'est sur les petits détails comme ça. Les petits détails comme ça, ça compte beaucoup. En politique, ça compte. Aux États-Unis, ça compte la beauté pour gérer un pays? Tous les petits détails comptent aux États-Unis. D'accord, très bien. Aïcha, question aux invités. Tout à fait. Je me posais la question. En fait, le système est différent d'autres pays. On est sur le suffrage universel indirect, ce qui veut dire que ce sont les grands électeurs, comme on le sait tous, qui votent. Ces grands électeurs-là, est-il possible, puisque si j'ai bien compris, ils votent, ils sont obligés d'avoir ce qu'on appelle le winner takes all, donc ils prennent la majorité des votes populaires de la population. Est-ce qu'ils sont obligés d'accepter les votes justement des urnes des citoyens américains, ou est-ce qu'ils peuvent faire contrepoids? Est-ce qu'ils peuvent devenir transfuges en fait à la dernière minute? Monsieur Thiemar, comment ça répond? Je dis que le système américain n'a rien à voir avec la démocratie des autres. Des autres, c'est-à-dire? L'Europe, qui nous impose sa démocratie et qui a du mal à passer. Les Américains, le peuple peut voter, les grands électeurs peuvent faire la différence. Très bien. Monsieur Azuma, votre point là-dessus? Comme M. Etienne l'a dit, la démocratie américaine est vieille et elle a montré une certaine stabilité. Je peux noter que depuis 1788, on a eu la première élection et depuis lors, tous les 4 ans, il y a les élections sans discontinuer, malgré la guerre civile, les crises que ce pays a pu connaître. Donc, il y a une certaine stabilité. En ce qui concerne les grands électeurs, c'est quand même 538 grands électeurs qui n'ont jamais trahi le vote des citoyens américains. Sauf en 2016, pardon, oui. L'élection de Trump? Oui, j'allais en venir. Il y a eu deux moments où il y a eu des grands électeurs qui n'ont pas voté. Mais ça reste marginal par rapport à la majorité. Et à côté de cela, il faut voir aussi le taux d'électeurs inscrits. Ça montre quand même une vitalité interne de cette démocratie. Les Américains participent à leur démocratie. Vous avez 345 millions d'habitants pour 245 millions d'électeurs inscrits. Ça montre qu'ils s'approprient l'avenir de leur pays. Et ça, c'est à noter. Et à côté de ça, il faut le souligner aussi, cette élection n'est pas seulement l'élection du président,
des Américains. C'est une élection oui, tout à fait. où on vote en même temps le juge, les procureurs, le maire, les sénateurs, les députés, même les responsables de bibliothèques. Les régisseurs de fourrières sont votés. Et donc, je veux dire, peut-être que le modèle n'est pas parfait, mais il est assez solide et il est à regarder de près pour peut-être inspirer d'autres. Et comme vous l'avez dit, c'est une vieille démocratie qui a su s'implanter au fur et à mesure dans l'esprit. Qui s'adapte au fur et à mesure. Très bien. Herman, commentaire, question? Oui, moi je pense, ils l'ont déjà dit, la démocratie américaine, bon, je pense qu'elle a sa particularité. Ils ont donné certaines caractéristiques, mais regardez même qu'aujourd'hui, qu'on soit avant même l'ouverture des bureaux de vote aujourd'hui, un tiers des électeurs ont pu voter soit par correspondance et autres sans se déplacer. On parle de l'organisation. C'est l'organisation. C'est-à-dire ça fait près de 80 millions d'électeurs qui ont pu déjà voter, près de 33% d'électeurs qui ont pu déjà voter. Tout à l'heure, il parlait de la vitalité de cette démocratie américaine-là. Mais regardez, dans un pays où on a 244 millions d'électeurs, mais ce n'est pas parce que les électeurs là sont partis forcément, il n'y a pas de contrainte en réalité. Mais c'est parce que de façon automatique, ceux qui ont 18 ans, on les met sur le fichier électoral. Comme il a dit, il y a une culture. Oui, de façon automatique. C'est ce que j'ai dit. Lorsqu'on a envie que les gens participent au vote, on fait en sorte que l'accès, la présence sur le fichier électoral ne soit pas un challenge pour eux. C'est quoi? Tu es chez toi, tu sais que tu as 18 ans, c'est ton droit de vote. Donc l'État doit organiser de sorte que tu sois sur le fichier électoral. Et ce n'est pas toi qui dois aller te démerder pour te mettre sur un fichier électoral, sur un droit qui t'est déjà, qui est pour toi. Donc, automatiquement, les 18 ans et autres là sont sur la liste électorale. Ça facilite. Tu peux t'inscrire de chez toi à tout moment, jusqu'à la veille de l'élection. Tu peux toi-même décider de t'inscrire sur la liste électorale. Vous le dites en différence de nos systèmes africains, c'est cela. Et je dis toujours que quand ça fonctionne ailleurs, il faut prendre. Très bien. Et il y a les swing states, il parlait tout à l'heure, on a parlé des grands électeurs. Effectivement, les grands électeurs, il ne s'agit pas de dire qu'on a 300 000. Tu peux être dans un État, tu as eu 300 000 voix, et puis quelqu'un a eu 302 000 voix. Il prend tous les grands électeurs. S'il y a 16 grands électeurs, il les prend tous. On n'a pas fait ça à la proportionnelle. Pas comme on le sait. Ça leur permet quoi? Ils savent déjà les règles du jeu. Très bien, et dès qu'on arrive à ce niveau-là, ils laissent faire. Et après, ça devient comme une tradition, ça devient comme une culture. Et les choses sont une routine. Marius, question à nos invités? Oui, bien entendu. Alors, on sait tous aujourd'hui qu'aucun sondage ne parvient à départager justement les deux candidats qui partent tous deux favoris. Pour vous aujourd'hui... Mais il y a des sondages où Kamala prend la tête. Hein? Ah non, pas vraiment. Pas vraiment. Parce que de l'autre côté aussi, Trump prend la tête. Bon, enfin, c'est la guerre des sondages maintenant. Et donc, pour nous, quel est l'état pivot que vous connaissez qui pourrait naturellement... Ou quels sont les États qui pourront faire la différence dans cette élection? Que ce soit en Pennsylvanie, au Michigan, dans le Michigan, que ce soit dans le Wisconsin, tous ces États-là. Monsieur Etienne, on commence avec vous. Parce qu'on dit que c'est le Pennsylvanie qui élit véritablement le président des États-Unis. Il va répondre. Moi, je pense que Madame... Pardon, la Pennsylvanie. Madame Kamala est bien positionnée au niveau de la Californie. Vous savez, comme on le dit souvent, cette élection qui nous donne la vitalité, c'est au coude à coude. C'est la première fois. Très serré. C'est la première fois que j'admire une élection où on dit que Trump a 42%. Et Kamala elle a 41,90%. C'est cela, justement. Vraiment, comme là-bas, il n'y a pas de commission électorale indépendante et que les choses sont claires, moi, je ne peux pas affirmer sur ce plateau qui, de Trump et de Madame, sera élu. Mais justement, s'il n'y a pas de commission électorale indépendante là-bas, expliquons aux téléspectateurs comment le système marche justement pour l'élection américaine. Monsieur Azouba. Alors, le système est basé sur l'administration et sur les volontaires. Les personnes qui sont utilisées
donc vous voyez qu'ils reçoivent les électeurs, il y a des volontaires. Et puis, il y a des fonctionnaires de la mairie, de la justice et tout, qui se mettent aussi à travailler pour ces élections-là. L'idée derrière, c'est qu'on travaille pour le pays. Mais c'est consolidé comment, justement? Puisqu'on doit transférer, enfin, si on reste dans le schéma ivoirien, après on est donc consolidé tout au niveau du bureau de vote, on doit envoyer maintenant la série. Comment ça se passe? Ne comparez pas ce qui... Non, justement, ne comparez pas ce qui n'est même pas du tout éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Là-bas, on ne coupe pas de tête, tout se passe bien. Wow. Donc, alors, justement, pour éclairer, pour ceux qui nous regardent, ça se passe comment concrètement? Justement, dans des lieux officiels, je veux dire des lieux publics, comme la mairie, la justice, le palais de justice, bon, on consolide certains résultats. Et on les transfère où, ces résultats? On les transfère au niveau des... Il y a des... How to call des polling points. Oui, des lieux de vote. Des lieux, voilà, où on transfère des centres de collecte, où on transfère ces données et qui partent après au ministère. Au ministère de l'Intérieur? C'est ça. Très bien. Voilà. Mais tout est transparent. Et à partir de là, et à côté de cela aussi, il y a les médias. Là-bas, les médias sont très, 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 très importants et impliqués directement dans les élections. C'est-à-dire? Ils suivent directement les votes en temps et en heure. Ils suivent les votes, ils suivent les tendances. Ils ont les résultats, même souvent avant beaucoup de personnes. Donc, sur toute l'étendue du territoire, on aura donc des représentants de CNN, Fox, ABC, par exemple, dans le bureau de vote. Et à la fin, il y a ce qu'on appelle Associated Press, qui est une sorte de conglomération de toutes les agences de presse puissantes. Donc, c'est Associated Press qui fédère toutes les données et qui les publie. Transmet et pour il y a des spécialistes aussi qui commentent. Et pour donner... Vous disiez que le système était quand même très transparent. Vous incitiez là-dessus, Monsieur Etienne. Pourquoi? Le système est tellement transparent qu'une fois que vous êtes 18 ans, comme Herman le disait, on ne court pas derrière. On vous envoie votre carte d'électeur parce que vous avez atteint vos 18 ans, vous devez participer. Quitte à vous d'aller voter ou de ne pas aller voter. Mais arrivé à un certain moment, la publicité qu'il y a autour de cette élection, ça te donne envie de partir parce que soit vous êtes républicain ou bien vous êtes démocrate. Alors pour faire la différence, il faut aller voter. Mais quand on parle de transparence aussi, il y a quand même peut-être un bémol, parce que Donald Trump, à un moment donné, a dénoncé le fait qu'il y ait des fraudes. Voilà, qu'il y ait des fraudes, il a même contesté les résultats et tout cela. Il continue de dire qu'il y a une suspicion, donc il y a une mafia, il développe donc cette théorie complotiste qui veut dire que les démocrates organisent tout pour frauder et gagner. Donc, sur ce point, jusqu'à présent, il n'a pas véritablement donné des preuves, mais le système en lui-même se tient, mais il y a quand même toujours des suspicions de... Toujours, oui, parce qu'on a vu un peu ce que ces partisans ont fait au Capitole. Très bien. Je voulais essayer de répondre à la question de Marius. Le futur président. Quand il parlait, quels sont... Oui, quel est l'État qui ferait la différence? Quel est le point de Marius? Je veux dire, de façon traditionnelle, il y a les États qui votent soit républicains ou démocrates, de façon traditionnelle. Et voilà pourquoi les swing states font la différence, parce que ces swing states-là, ce sont les États qui sont généralement indécis, ou soit qui votent souvent à droite, ou ils votent démocrate, comme après ils votent républicains. Donc il y en a 7, donc Marius les citait, Michigan, North Carolina, Pennsylvanie, voilà, donc c'est Wisconsin et autres, qui Nevada, tout cela décide. Et parmi eux, l'État qui est le plus grand, c'est Pennsylvanie qui a 30 grands électeurs. Donc, lorsqu'on va regarder, parce qu'on sait bien que peut-être en Floride, généralement, ils votent, comment on appelle, républicains, ils vont voter républicains. Et depuis 1992, il a dit ici, la Californie vote démocrate. Donc, on sait que ce sont des États qui sont naturellement acquis à certaines causes. Donc, on regarde maintenant les swing states, on voit la tendance. Si jamais, en 2020, comment on appelle, Joe Biden a gagné là, c'est pas forcément sûr
Kamala Harris gagne. C'est justement leur point de... C'est là, on appelle swing state qui balance. Alors, quelle est la vision de chacun des candidats pour l'Afrique? Vous aviez une question, Marius? Oui, j'ai voulu, Jean, il a parlé tout à l'heure de la pub. Et effectivement, durant cette campagne, nous avons assisté à un matraquage médiatique de l'opinion américaine en vue justement de les amener à cette élection, à aller voter, bien entendu. On nous parle même de 10,7 milliards de dollars investis dans cette élection. Campagne. Qu'en pensez-vous? Eh bien, ça veut dire que comme, je ne sais pas si c'est Herman ou bien mon ami qui le disait, quand une démocratie est dynamique et qu'il y a la transparence, chaque organe se met là-dedans pour se faire connaître et ce que l'État lui donne, ce qu'il donne comme impôt, il le justifie. Exactement. Parce que l'élection est là, vous prenez mes impôts, je paye mes impôts, il faut qu'on me voie, il faut que je fasse prévaloir ce droit-là. Donc, les médias sont obligés d'une manière ou d'une autre de s'impliquer. C'est pour ça que moi, je n'aime pas trop le traitement qu'il y a eu au niveau des médias occidentaux qui ne traitent pas de manière équitable l'information. Tantôt, c'est la dame qui est bien adulée parce que, bon, Trump, s'il passe, il va taper du poing sur la table, il va dire, bon, les histoires de guerre. Justement, on va y arriver, c'était le prochain point. La Russie, au regard de tout ce qui se passe, je préfère discuter avec vous pour voir comment est-ce que nous pouvons réguler le monde. Il va botter en touche, excusez-moi de l'expression, le côté européen. Très bien. Justement, c'est ça la question. Vous voulez revenir sur la question? Sur le financement de ces élections. Alors, ce qui se passe là-bas, les partis n'éjectent pas beaucoup d'argent. Par contre, il y a des lobbies, il y a des groupes de pression qui choisissent leur candidat et qui financent le candidat par rapport à ce qu'ils croient. Donc, ça peut être des associations, ça peut être des groupes de pression, ça peut être des banquiers, ça peut être des hommes d'affaires. On a vu des associations favorables à la législation sur l'avortement, qui soutiennent d'ailleurs Kamala Harris. Donc, là-bas, véritablement, la société civile a un poids important. Elle est capable de faire changer les choses, de choisir un candidat et de lui dire « Monsieur, nous avons besoin de vous pour telle cause et pour votre élection, donnez-nous votre budget, nous le finançons à 80%, à 100% et ça passe. » Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Et donc les causes sont mises en avant et le candidat est utilisé comme porte-flambeau de ces causes-là. Aïcha, question avant de revenir sur le point, on va avancer. Par rapport à ce que vous venez de dire rapidement, je me demande s'il n'y a pas de possibilité de conflit d'intérêts dans ce cas-là. On a vu le cas Rothschild avec Emmanuel Macron. Est-ce qu'on ne doit pas, on n'est pas redevable après à une banque, à une... Est-ce qu'on n'est pas redevable? Bien sûr, il y a même des conflits d'intérêts. Là, par exemple, on peut donner le cas d'Elon Musk. Elon Musk, qui a choisi Trump. Voilà, il a choisi Trump. Et Trump même lui a promis de le prendre comme conseiller. Exactement. Et entre les deux hommes d'affaires, qu'est-ce qui va se passer s'il y a un marché, par exemple, à la Maison-Blanche qui concerne, par exemple, tout ce qui est technologie digitale et tout ça, ou les véhicules. Voilà, donc on sera dans une question de conflit d'intérêts. Mais ne vous inquiétez pas, hein, le système judiciaire va prendre ça en charge. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un problème, il y a le système qui est en face et qui permet donc de... Et n'oubliez pas aussi que vous êtes dans un système de check and balance. C'est-à-dire que celui qui est au pouvoir n'a pas totalement le pouvoir, il est contrôlé. Votre point de vue justement sur la question, et on va passer justement à la question internationale. Non, il a tout dit. Moi, je pensais que vous avez abordé le problème de l'Afrique. Oui, c'est là justement. Alors, quelle est la vision pour l'Afrique, ces deux candidats? Et in fine, apparemment, le monde attend Kamala, parce qu'elle épouse certaines valeurs. Est-ce peut-être pour ça? Voilà, Bon, justement. moi, je voudrais vous dire une chose. Les Américains ne connaissent pas l'Afrique. J'ai failli dire. Ils ne nous connaissent pas. Ils ne nous considèrent même pas comme, excusez-moi, des êtres pensants. Parce qu'ils ne comprennent pas comment des peuples se sont laissés coloniser par d'autres et qui ne veulent pas grandir, qui sont toujours dans les jurons. Donc, quand ils font leurs calculs, ils ne... Monsieur Etienne, là-dessus, je ne suis pas totalement d'accord. Mais on va les laisser terminer son point, Herman, c'est important. Moi, depuis qu'ils ont commencé, quand vous entendez Trump parler de l'Afrique, ah non, c'est lapidaire. C'est
Kamala qui est un peu... Elle arrondit un peu les angles, mais je dis que l'Afrique... Mais lui, il est pro-américain. Il est pro-américain. Oui, donc on n'est pas surpris. Oui, on dit American first. C'est pas comme chez nous, on sait pas, on se marche dessus, mais là-bas on dit battons-nous d'abord pour l'Amérique. Ça c'est Trump. Une fois que nous avons ce que nous pouvons, on peut regarder chez les autres. Et ça c'est une politique, qu'on le veut ou non, à un moment donné, il faut reconnaître et puis copier ce qui est bon chez les autres pour les adapter chez nous. Quand on dit l'Américain d'abord, ce n'est pas xénophobe, c'est la vérité. Très bien. Écoutons M. Azuma là-dessus et puis ensuite les autres réactions. La vision justement des candidats pour l'Afrique. C'est deux candidats tout à fait différents, hein, comme Étienne l'a dit. Trump, c'est l'Américain de l'intérieur, c'est-à-dire la priorité aux Américains de ce qu'on peut appeler de souche. Quoique l'Amérique est une terre d'exportation, hein, donc je veux dire, ils sont tous des immigrants là-bas, mais ils sont restés 200 ans, 300 ans, donc ils se considèrent comme les Américains de souche. Donc lui, il va mettre l'accent sur les questions intérieures et comme il a dit, il va régler les questions internationales assez rapidement. Il promet de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures, de régler la question en Israël et tout. Bon, on essaie de voir ce que ça va donner. Par contre, au niveau des démocrates, ils ont une vieille politique de relations extérieures. Donc, ils vont toujours continuer de regarder un peu en Afrique, de regarder ce qui se passe au niveau de l'Asie, de continuer de faire pression. Et d'ailleurs, Kamala Harris à sa position sur le conflit israélien. Elle dit, c'est vrai, Israël a le droit de se défendre, mais il faut tenir compte des civils, il faut tenir compte des enfants, il faut tenir compte des droits de l'homme et tout ça. Et donc, les démocrates vont continuer dans ce sens-là. Donc, voilà un peu les deux schémas. À côté de ça, Trump, lui, il aura toujours, il va se retirer des questions de climat. Ça ne l'intéresse pas. Les démocrates vont toujours dire que la question du climat nous intéresse. Donc, c'est vraiment deux visions opposées du monde. Deux visions opposées du monde qui vont s'affronter dans les urnes et on aura donc les résultats assurément demain. On saura qui sera le next président après Joe Biden, Kamala Harris ou Donald Trump. Ben, les Américains vont décider. Ils sont justement 244 millions d'électeurs à décider. Wait and see. Le monde donc retient son souffle. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes, messieurs, M. Ted Azuma, directeur exécutif de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, INADSI, doctorant du Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris, et M. Joël Etienne, directeur de publication de businessactuality.com. Merci d'être venu nous partager vos différents points de vue sur cette élection américaine. J'allais dire Kamala, merci. Bah, écoutez, Aïcha, je prends. Aïcha, merci d'être venu. Et merci pour le verre rouge. Hein. Herman, merci d'être venu. Marius Como, merci. On se retrouve donc demain pour cette même émission. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.